Bonjour à tous. Donc, je vais parler aujourd'hui d'une approche un peu originale qui est le métabarcoding des champignons. Parce que on a fait beaucoup à l'IHU Méditerranée Infection, on a fait beaucoup de métabarcoding des bactéries. C'est une approche un peu plus récente de s'intéresser à l'analyse des communautés des champignons, en particulier dans l'intestin, dans le tube digestif. C'est une étude qu'on a menée, nous, chez les enfants au Mali. Donc ça aussi, c'est une particularité de l'IHU de s'intéresser à des populations en Afrique. Alors, le métabarcoding, donc, c'est une méthode qui permet de caractériser des communautés de micro-organismes, que ce soit des bactéries ou des champignons, et en fait, en analysant des codes barres qui permettent d'identifier en même temps tous les taxons, toutes les espèces qui sont présentes au sein d'un échantillon. Alors c'est vrai que cette approche nous a beaucoup aidé à mieux comprendre les communautés microbiennes en général et en particulier dans l'intestin humain. Et c'est vrai que quelques études se sont intéressées au mycobiote, c'est-à-dire le microbiote fongique, et notamment au niveau de l'intestin. En particulier, certaines études ont montré des associations entre des profils de microbiote intestinal et des maladies comme des maladies intestinales inflammatoires chroniques, style maladie de Crohn ou autre rectocolite hémorragique, le cancer colorectal et aussi des allergies respiratoires de l'enfant. Alors, je vais vous présenter un peu l'état des lieux de nos connaissances actuellement sur le microbiote fongique, le mycobiote donc intestinal des enfants. Et en particulier, il y a cette étude qui s'est intéressée à analyser le méconium, c'est-à-dire la première selle qui était mise au cours de la vie, chez 90 enfants. Et donc, on peut voir que ces selles ont été mises en culture et que chez les enfants qui avaient un faible poids de naissance, qui étaient prématurés, qui avaient un faible poids de naissance, eh bien, on a trouvé des champignons dans 32% des cultures en milieu aérobie et 50% en milieu anaérobie. Pour les bactéries, c'était 9% en milieu aérobie, 69% en milieu anaérobie. Donc vous voyez qu'on trouve des champignons chez les enfants et finalement en proportion plus importante chez des enfants, disons, qui naissent prématurément, parce que chez les enfants sains, là c'était la proportion de champignons qui étaient trouvés en culture aérobie, c'était 29% contre 21% en anaérobie. Et les bactéries, donc 71% cette fois-ci, donc en culture aérobie, et 88% en culture anaérobie. Donc les enfants, entre guillemets, nés dans des conditions normales, en tout cas pas avec un poids de naissance normal, avaient beaucoup plus de bactéries que ceux qui naissaient prématurément. C'est un peu l'inverse qu'ils ont observé dans cette étude, et une de leurs explications, c'était que, effectivement, une des causes de prématurité, ça pouvait être l'infection placentaire par notamment des candidats, candidats albicans en particulier. Donc c'était une des hypothèses pour expliquer leurs résultats. Ce qui est important pour nous de voir, c'est que dès la première selle, en tout cas, on peut cultiver des micro-organismes, que ce soit des bactéries ou des champignons. Et donc très probablement, même si on peut jamais exclure à 100% une contamination, mais très probablement, on peut penser qu'il y a ces microbes-là sont présents déjà in utero. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, la preuve n'est pas formelle. Il faudrait prélever in utero, ce qui est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est un peu ça. Donc une autre étude. Alors je suis désolé parce que je sais que la diapositive est un peu illisible, donc je vais essayer de la décoder un petit peu. Donc là, on a étudié des dyades, mère-enfant. Et donc là, ici, vous avez les mamans, et en jaune, vous avez la proportion de PCR-ITS, c'est-à-dire le nombre de fois où on a pu détecter de l'ADN de champignons, en fait, par PCR. Et vous voyez que chez les femmes, en gros, le fait d'être pendant la grossesse ou en postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, eh bien, ça change pas vraiment la proportion de PCR positive, donc de détection de champignons. Pour les enfants, en fait, on a fait la même chose, donc en les prélevant à J10,
puis je sais plus combien, si c'est 3 mois, j'arrive pas à lire non plus, et puis 1 an et 2 ans, jusqu'à 2 ans, entre J10 et 2 ans. Et là, en revanche, vous voyez que la proportion, donc en jaune, des PCR positives augmente avec l'âge, ce qui veut dire que globalement se constitue sa flore fongique quand même au cours du temps, mais dès J10 en tout cas, on pouvait détecter de l'ADN de champignons chez ces enfants. Alors là, c'est toujours pareil. Donc ici, vous avez les mamans, donc pendant la grossesse, en postpartum, et puis si J10, je crois que c'est 3 mois ou enfin quelques mois après la naissance, et puis 1 an, 2 ans. Donc ce qu'on peut conclure là, c'est que en fait, chez les femmes, il y a une plus grande diversité, puis ce sont des indices de diversité, donc la richesse ou les indices de Shannon, qui sont plus élevés pendant la grossesse, donc plus d'espèces diverses de champignons pendant la grossesse que pendant le postpartum, donc en dehors de la grossesse. Et par contre, on voit qu'il y a une augmentation de la richesse et de la diversité des champignons avec l'âge, donc avec 2 ans, on a une diversité plus importante qu'à 10 jours après l'accouchement. Par contre, ce qui est donc c'est la bêta-diversité, là c'est l'hétérogénéité en fait qu'il y a dans la population qu'on étudie. Eh bien l'hétérogénéité elle est maximum à J10, ça veut dire que les communautés fongiques des différents enfants prélevés à J10 est très hétérogène, très différente. Donc il y a une diversité, on va dire à la naissance à peu près, qui a tendance à s'atténuer avec le temps. Visiblement, après il y a un microbiote, bon après ce sont des gens qui sont issus d'une même population, d'un même pays. Voilà, une autre étude donc, qui était intéressante, donc là ça permet de comparer aussi les résultats de la culture et du bêta-barcoding. Donc là, ce sont les résultats de la culture. Donc ce sont 111 sujets sains, donc beaucoup d'enfants, puisque je crois que de mémoire, la moyenne d'âge de la population étudiée, c'était 10 ans. Donc pour vous dire qu'il y avait des adultes, mais c'était surtout des enfants. Donc là, on peut voir que quand on cultive donc les selles de cette population-là, eh bien, on voit qu'il y a une diversité et une richesse et une abondance des espèces fongiques qui est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Donc il y a un effet du sexe qui est notable. En revanche, il n'y a pas de différence en fonction des classes d'âge entre les jeunes enfants, les enfants, les adolescents et les adultes. Il n'y a pas de différence statistiquement significative. Quant à la composition de ce qu'on trouve en culture dans cette population-là, eh bien vous voyez que déjà, on ne trouve pas des cultures positives chez tout le monde. Candida albicans, qui est l'espèce la plus fréquemment trouvée, mais elle n'est trouvée que dans environ 40% des cas. Donc ça veut dire que 60% de la population on n'a pas cultivé en tout cas Candida albicans. Et les autres espèces, vous voyez qu'il y a Rhodotorula mucilaginosa, qui est une espèce qui est associée aux produits laitiers. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec les enfants ou pas, je n'irai pas jusqu'à là. Candida parapsilosis, qui est une espèce qui est liée qui a un commensal de la peau, qu'on trouve dans plus de 10%, donc enfin dans 12% des cas, et tous les autres on les trouve dans moins de 10% des cas. Donc ça, c'était les effets de la culture, enfin ce qu'on observe, si vous voulez, en cultivant les selles. Et là, vous avez ce qu'on observe en faisant la métagénomique, le métabarcoding, en utilisant le marqueur ITS1, donc le intergénique Internal Transcribe Spacer, donc entre les régions 18S et 5,8S de l'ARN messager. Et bien là, on voit que les résultats sont quasiment opposés à ce qu'on a observé en cultivant les selles, puisqu'on voit qu'il n'y a pas d'effet significatif de l'âge, et en revanche, on voit qu'il y a une diminution de la diversité fongique entre les enfants et les adultes. En tout cas, les adultes ont une diversité qui est, moins d'espèces fongiques et moins de diversité que les enfants. Vous voyez, donc selon la manière qu'on utilise, selon l'outil qu'on utilise, eh bien, on a des résultats qui peuvent être carrément différents, même en regardant simplement la structure des communautés. Donc, ce qu'on peut conclure, alors il y a quelques autres études que je ne cite pas, mais celle-ci me paraissait plus importante et plus illustrative en fait. Bon, c'est vrai qu'on manque de recul finalement dans l'analyse des communautés fongiques et en particulier des communautés fongiques intestinales. On sait que il y a très peu d'études qui se sont intéressées spécialement aux communautés fongiques
intestinale chez l'enfant, et toutes ces études-là ont été conduites dans des pays industrialisés, et donc du coup, nous, on trouvait ça intéressant aussi de regarder dans les pays, et notamment en Afrique, où le mode de vie est quand même différent, et on s'attend à avoir des différences. Donc l'objectif de notre travail, c'était de décrire les communautés fongiques intestinales chez des enfants au Mali et en particulier donc au pays d'Ogon, en utilisant la méthode de métabarcoding ITS. Alors, ce travail a été fait à Bandiagara, qui est une ville du pays d'Ogon. Ici, vous avez le pays d'Ogon, qui est une région du Mali, qui était touristique à l'époque, il est un peu moins maintenant, pour des raisons politiques, bien sûr. Et donc ça a été fait donc en octobre 2017 dans un centre de recherche qui s'appelle le Bandiagara Malaria Project, qui fait partie donc qui est dirigé par le Malaria Research and Training Center, donc l'équipe de recherche qui travaille sur le paludisme en particulier, mais pas que ça, hein, à la faculté de médecine de Bamako. On a obtenu un avis favorable donc du comité d'éthique de la faculté de médecine. Et la population, donc c'était 296 enfants, avec un âge moyen de 7,5 ans, donc avec une légère prédominance de filles. Et vous voyez la répartition, donc il y avait 37 qui avaient enfin entre 0 et 2 ans, 130 entre 3 et 8 ans, et 129 entre 9 et 15 ans. Donc, ce qui est important aussi à mentionner, c'est la méthode qu'on a utilisée pour faire le métabarcoding ITS. Dans les études que je vous ai présentées précédemment, ils ont utilisé un seul marqueur, un seul barcode, si vous voulez, soit l'ITS 1, soit l'ITS 2. Hein, nous, en fait, on a fait le choix d'utiliser les deux barcodes, et c'est un peu ce que je vais développer ici, les résultats qu'on a obtenus en utilisant cette approche qui avait été mise au point par un collègue qui s'appelle Fadi Bitar ici. Alors, donc on a collecté les échantillons de sel de ces enfants. On a fait une lyse mécanique, une extraction de l'ADN, et la particularité de notre approche, c'est d'amplifier d'une part la région ITS1, d'autre part la région ITS2, et pour ces deux régions, on a utilisé deux températures d'hybridation dans le but d'augmenter la capacité d'amplifier des séquences différentes. Hein. Donc on a utilisé deux températures, 52 et 55 degrés, ce qui faisait au total donc 4 PCR. On a poolé ces produits de PCR, on les a tous poolés et on les a ensuite analysés de manière classique par le séquenceur MySeq de chez Illumina. Et ensuite, donc, il y a eu un pipeline d'analyse informatique qui s'est fait pour attribuer des OTU, hein, donc c'est-à-dire des Operational Taxonomy Units, et donc on a défini que si l'identité avec la séquence de référence était supérieure à 97%, on disait que c'était une espèce. Entre 95 et 97, on identifiait au niveau du genre. Entre 90 et 95, la famille, et puis moins de 90, c'était simplement le règne fongique. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ben là, quand on compare, donc vous avez à gauche ITS1 et les résultats ITS2 à droite, déjà on regarde en nombre de rites, c'est-à-dire en nombre de séquences qui ont été produites, il y a une énorme différence, puisque là on est à 648 000, on va dire, alors que là on est proche de 2 millions. Hein, donc déjà, quand on a un ou l'autre marqueur, on n'a pas du tout déjà les mêmes résultats de base. Et après, on voit que on arrive à classer taxonomiquement 532 espèces différentes, enfin on va dire OTU, hein, c'est pas forcément des espèces, et alors qu'avec l'ITS2, on est à 479. Bon, vous voyez que dans les deux cas, quand même, c'est les ascomycètes, hein, les ascomycota qui prédominent. Ensuite, ce sont les basidiomycota. Mais vous voyez que quand même, les proportions sont pas tout à fait pareilles. Et bon, il y a relativement peu de non classifiés, et de mortierellomycètes et de mucormycota. Ici, il y a des chytridiomycètes, hein, qui sont aussi des champignons très particuliers. Alors, quand on regarde l'effet du barcode utilisé sur la diversité, enfin l'abondance relative des différents genres de champignons qu'on identifie, avec l'ITS1, on a toujours ces différences, hein, qu'on observe globalement, mais on voit que, enfin peut-être je vais commencer par l'ITS2, c'est peut-être mieux parce que le résultat est très caricatural, je dirais, puisque vous avez une prédominance énorme, hein, ici, des Saccharomyces. On a l'impression que c'est Saccharomyces. Le genre Saccharomyces écrase un peu tous les autres genres qu'on trouve, donc Aspergillus, Malassezia, Candidia, etc.
C'est pas le même tableau qu'on a avec l'ITS1, puisque ça semble beaucoup mieux réparti. Avec les Saccharomyces sont présents, mais pas en nombre impressionnant. C'est pas du tout le même résultat qu'ici. Et on a d'autres espèces, avec en particulier Pichia aspergillus, qui sont assez prédominants. Et Candida aussi présent dans les deux cas, hein, mais pas dans les mêmes proportions. Donc on a une structure qui est carrément différente si on utilise le barcode 1 ou le barcode 2 de ITS. Donc là, ce qu'on voit donc sur la diversité, hein, donc il y a effectivement un effet important de chaque barcode, que ce soit qu'on observe la richesse, hein, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes, ou l'index de Shannon qui est un index de diversité. On voit qu'il y a effectivement plus de richesse et une plus grande diversité avec le marqueur ITS1 qu'avec le marqueur ITS2. Quand on regarde donc les effets de l'âge, en revanche, bon, bien sûr qu'il y a toujours cet effet des marqueurs, hein, donc là j'ai fait l'analyse séparément pour ITS1 et ITS2, mais il n'y a pas vraiment d'effet de l'âge. On a l'impression que les communautés fongiques sont relativement stables, en tout cas la structure est très comparable, quelle que soit la classe d'âge. Et c'est vrai qu'on s'était intéressé à la classe d'âge de 0-2 ans parce que dans cette population malienne, les enfants en général sont allaités jusqu'à l'âge de 2 ans. Hein, donc c'est vrai qu'on pensait trouver des différences entre les moins de 2 ans et les autres. Mais en réalité, non. On n'a pas, honnêtement, il n'y avait aucune différence. On a fait même d'autres analyses plus poussées pour savoir s'il y avait des espèces ou des genres particulièrement associés à ce groupe-là. On n'en a pas trouvé. Et donc, quand on regarde donc au niveau des genres, donc là, pareil, enfin, je passe rapidement, mais vous avez les différentes classes d'âge. Vous voyez que quel que soit le genre, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est très frappant. Et on voit que, là je vais commencer par l'ITS2 comme j'ai commencé sur l'autre graphique, parce que effectivement là vous voyez que le genre Saccharomyces, eh bien il est quasiment dans 100%, hein, 99,6% des enfants, donc on le trouve. Alors que quand on regarde en ITS1, eh bien il n'est que dans 76%. Donc il y a vraiment une grosse différence, hein, dans la détection de ce marqueur. Après, bon, vous avez quand même ici, c'est Pichia qui domine en ITS1 avec plus de 90%, Aspergillus et Candida. On trouve ces mêmes espèces, mais dans des proportions différentes, hein, puisque Aspergillus, c'est que dans 59% des enfants qu'on l'a trouvé, avec l'ITS2 par exemple. Et là, c'est donc la même analyse, mais quand on va au niveau de l'espèce, alors c'est vrai qu'on analyse moins parce qu'il y en a certains qu'on n'a pas pu identifier, la séquence ne permettait pas d'identifier l'espèce, donc on est passé, donc ça permet on diminue un peu notre échantillon d'études. Pareil, pour Aspergillus, je tiens à préciser que le code barre ITS est connu de toute façon pour ne pas avoir la finesse, si vous voulez, de pouvoir identifier précisément les espèces d'Aspergillus. Donc, on les identifie à l'échelle d'une section. Bon, ceci dit, la section, c'est ce qu'on utilise quand on travaille au microscope aussi, hein, donc on arrive à peu près au même degré de précision qu'une analyse microscopique, enfin à l'époque, hein, pour phénotypique en tout cas. Et donc c'est pour ça que là, par exemple, vous avez Aspergillus, section Aspergillus, hein, qui regroupe différentes espèces, mais qui, en tout cas, là, on est sûr que l'identification est de bonne qualité. Voilà. Donc pour vous dire, là, ici, donc pareil, je recommence toujours avec ITS2. Vous voyez ici Saccharomyces kudriazevi, hein, donc c'est une espèce qui est connue, hein, notamment dans les aliments, etc., qui est fréquemment trouvée. Elle est trouvée dans plus de 99% des enfants. Et cette même espèce n'est absolument pas retrouvée par le marqueur ITS1. Donc on a vraiment un gros biais, si vous voulez, de détection en fonction du marqueur utilisé. Là, vous voyez que les Saccharomyces, hein, donc l'autre Saccharomyces est aussi dans plus de 90% des espèces, alors qu'ici on voit qu'il est tout juste, il dépasse à peine les 50%. Donc vous voyez, voilà, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Et le leader ici, Pichia kudriazevi, bon, pour ceux qui connaissent, c'était l'ancien Candida krusei, qu'on continue parfois à appeler Candida krusei, mais qui a changé de nom entre-temps. Bien là, il prédomine, hein, puisqu'il est dans 91% des enfants avec ITS1, mais on le trouve que dans 75% avec le marqueur ITS2. Donc tout ça pour vous dire que, bien sûr, en fonction du marqueur, on a des résultats très hétérogènes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, et je rappelle que toutes les études que j'ai vues, en tout cas jusqu'à présent, n'utilisaient qu'un seul marqueur.
Donc ça, c'est une autre manière de présenter nos résultats. Bon, globalement, il n'y avait pas de grosses différences en fonction du marqueur. Enfin, il y avait certaines espèces qui n'étaient retrouvées que avec un marqueur, mais c'est surtout, enfin, globalement, il n'y avait pas de grosses différences en fonction de l'âge. Et c'est vrai qu'il y a certaines espèces qu'on a trouvées que dans une classe d'âge particulière, mais en général, c'était soit des singletons, soit des espèces qu'on a trouvées très rarement. Donc, on peut penser que c'était un phénomène un peu dû au hasard. On l'a trouvé chez certains, chez d'autres, mais il n'y avait pas l'espèce qu'on a vraiment retrouvée massivement dans un groupe d'âge et pas dans l'autre. Ça, on l'a pas retrouvé. Et donc, pour analyser un peu plus finement donc nos résultats à partir des deux marqueurs, eh bien, il y a 31 espèces qu'on a trouvées en utilisant les deux marqueurs. Et dans cette liste d'espèces, vous avez celles qui sont en rouge, qui sont présentes dans plus de 50% des enfants, donc qui décrivent un peu le corps microbiome. Et pareil, donc par contre là il y a 38 espèces par exemple qu'on n'a pas trouvé, qu'on a trouvé uniquement avec le marqueur ITS2, dont Saccharomyces kudriazevi qui était présent, je vous rappelle, dans plus de 90%, quasiment 100% des enfants, et donc il fait aussi partie du corps microbiome, même s'il n'est pas détecté par ITS1. Et là il y avait globalement, donc on voit que ITS1 avait aussi une plus grande diversité de détection, puisqu'il y avait 12 espèces qui n'avaient été trouvées qu'avec ce marqueur-là. Et bon, en particulier, il y avait Wallemia tropicalis qui n'atteignait pas la barre des 50% pour qu'on l'inclue dans le corps microbiome, mais en tout cas, il avait été détecté qu'avec ce marqueur-là en particulier. Voilà, donc pour conclure, donc on peut dire que, basé sur nos résultats, donc il y a 5 genres majeurs qui constituent le corps microbiome intestinal des enfants qu'on a étudiés donc du pays d'Ogon au Mali. C'est les genres Candida, Saccharomyces, Pichia, Aspergillus et Malassezia. Donc on n'a pas vu d'effet de l'âge, en fonction des classes d'âge, il n'y avait vraiment pas de différence, on n'a pas réussi à mettre en évidence de différence. Mais en combinant donc cette approche qui combine ITS1 et ITS2, donc les deux barcodes à la fois, eh bien on a permis de détecter des espèces qui sont Saccharomyces kudriazevi, Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Pichia kudriazevi, Malassezia restricta, Candida tropicalis et les Aspergillus de la section Aspergillus qui sont donc constituants ce qu'on va appeler le corps microbiome de ces enfants. Bon, sinon l'autre résultat qu'on a montré dans ce travail, c'est l'hétérogénéité donc qu'on obtient en fonction du marqueur utilisé. Ça c'est quelque chose avait bien sûr, c'est pas la première fois qu'on voit qu'il y a des résultats hétérogènes en fonction du marqueur, mais ça c'est quand même c'était assez frappant. C'est vrai que le marqueur ITS1 avait la plus grande diversité, permettait de détecter la plus grande diversité et mettait, si vous voulez, en avant l'espèce Pichia kudriazevi, le fameux Candida krusei, qui était le plus fréquent, alors que l'ITS2 permettait de détecter moins de diversité, moins d'espèces diverses, et mettait très clairement en avant une espèce qui n'était pas détectée par l'autre marqueur, qui est Saccharomyces kudriazevi. Globalement, le problème de cette hétérogénéité en fonction du marqueur, ça limite les comparaisons avec les autres études. Donc on ne peut pas vraiment se comparer avec les autres études. Et c'est vrai que aussi, ça permet de voir en fait que les résultats qu'on obtient en utilisant question de marqueurs sont de toute façon partiels. Je ne veux pas dire que ceux que j'ai obtenus sont complets, j'imagine que non. C'est juste très très incomplet en fait ce qu'on obtient, et il faut être prudent en tout cas quand on conclut à une relation causale entre une caractéristique du microbiote ou certaines espèces qu'on a trouvées et des maladies ou autres caractéristiques particulières chez un patient, enfin chez un groupe de patients ou autres, vu qu'il y a des problèmes techniques qui nous permettent, on a des limites techniques, et du coup, en raison de ces limites techniques, il faut être prudent dans les conclusions qu'on tirera de nos résultats. Voilà, je voulais remercier donc tout l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, en particulier Abdourahim Abdillah qui a fait cette analyse du corps microbiome, Ali Kodio qui a fait sa thèse donc sur l'association entre le microbiome intestinal et le paludisme, Fadi Bitar qui a notamment permis de développer l'approche avec les deux marqueurs ITS, et Didier Raoult qui a toujours impulsé ces travaux.
Les équipes du département d'épidémiologie des affections parasitaires et du Malaria Research Center de Bamako au Mali, avec en particulier Drissa Koulibaly qui dirigeait le centre de recherche à Bandiagara, Mamadou Terra avec qui je collabore toujours, et avec un souvenir ému pour Ogo Baradoubo, qui avait eu l'idée de ce travail, qui avait été initiateur de ce travail, qui était très intéressé de voir si le microbiome en général avait un effet sur la susceptibilité au paludisme, le travail qu'a fait Ali Kodio, et qui est décédé malheureusement en 2018. Bon, pour terminer sur une image un peu donc des souvenirs, moi j'ai pas fait cette étude de terrain, mais je suis allé sur le terrain au Mali. Je me disais que bon, les métabarcodes, tout ça c'est intéressant, mais enfin bon, quelques images de vacances, si vous voulez, enfin pas de vacances, c'était de mission, mais c'est vrai que c'était important de voir qu'il y a des cantines où sans doute ce qu'on mange là a une influence sur le microbiome intestinal, j'imagine bien. Et puis sinon, je voulais montrer cette photo des enfants qui avaient participé à une étude que j'avais faite dans une école, et vous voyez qu'ils avaient l'air particulièrement joyeux, et je voulais qu'on se quitte sur le sourire de l'Afrique, en fait. Merci.